Autour de Philippe Séguin, t'as créé un parti qui s'appelle le Rap. Le Rap, ouais. Il avait compris qu'il y avait un... Ah ouais, bah on était trois. Il y avait Florent Longue Épée. Longue Épée. Longue Épée, ouais. Ça, c'est un nom. J'ai fondé le Rap avec Longue Épée. C'est beau quand même. Et Monsieur Séguin. Tu as Sarkozy au 20h qui allait chez Claire Chazal à l'époque et qui dit « Imaginez, Madame Chazal, si Monsieur Chirac se retire... » On dirait qu'ils font des tapis, ton Sarkozy. Debré m'appelle, me dit « On pense à toi pour que tu prennes la com de l'Élysée. » Tu devais être si bête. Voilà. Et j'ai pas été... Ça devait être toi. J'étais pas si bête que ça. Ah oh. T'es en train de me dire que Sud Radio, la radio des Gilets jaunes, à l'époque, t'avais les 3/4 des mecs qui n'étaient pas Gilets jaunes. Ils détestaient ça. À un moment, c'est quoi le journalisme? Une fois que tu sais monter une vidéo aujourd'hui, qui, quand, quoi, où, comment, que tu réponds aux 5W et que tu sais faire un titre, un chapeau, bon, bah, ça va pas prendre 4 ans dans une école pour apprendre ça. C'est comme quand tu dis, tu sais, nos parents disaient « Ah, mais ça fait 40 ans que je suis dans votre agence bancaire. » Et tu dis ça aujourd'hui, le mec, il te rionnait, quoi. Ça fait mais quelle agence, madame? On n'a plus de bureau. Ah, vous êtes... Ah non, mais on a été racheté par telle banque. C'est un monde qui n'existe plus, quoi. Et quand tu es obligé de mettre démocratique dans le nom de ton pays, c'est que déjà, à mon avis, il faut surveiller un peu tes arrières. Ouais, c'est pas normal. Et là, ils ont trouvé, maintenant, c'est des autorités administratives indépendantes. L'ARCOM est une autorité administrative indépendante. Non, mais c'était pas la droite, c'était pas la gauche, c'était la France. Moi, j'ai jamais compris les mecs qui disent « Je veux faire gagner la gauche, je veux faire gagner la droite ». Moi, j'ai rien à faire de ça. Moi, je veux faire gagner la France. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas Content avec Tabibian. Aujourd'hui, un épisode à la cool, un épisode détente, un épisode discussion autour d'un petit apéro avec mon camarade Didier Maesto. Comment tu vas? Ouais, ça va, Greg, salut, ça va très bien et toi? Bah ça va très très bien. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, moi aussi, tu vois, c'est partagé, une bonne ambiance, c'est cool. On avait fait pas mal de plateaux ensemble et puis là on se croise à la maison en vrai. Voilà, en vrai. Bon allez, trinque. Allez. On avait promis l'apéro. Voilà, on attaque. Alors on est à la cool, hein, si tu veux boire, si tu veux fumer, si tu veux pisser, enfin pas pendant, enfin tu... Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui te connaissent pas? Alors, Didier Maesto, j'ai 57 ans. Sérieux? Ouais, j'ai fait pas, hein, t'as vu, je fais jeune. Putain, salaud! Puis moi, je dis, mais je pense que le jour où ça va me tomber dessus, je vais prendre cher, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis journaliste, auteur aussi, j'ai écrit des bouquins. Des romans, des essais, des pamphlets aussi un petit peu, voilà. J'ai commencé en tant que reporter et grand reporter au Figaro. Pendant la guerre? Non, pendant la guerre. Il y en a toujours une, hein, donc. Il y en a toujours une, quoi. Donc là, j'ai pas mal voyagé. C'était encore la fin de la grande époque de la presse, quoi, tu vois. C'est-à-dire... je sais pas, c'est quand? C'était la fin... c'était milieu des années 90, fin des années 80, début des années 90. Sérieux? Ouais. Donc tu partais en reportage, tu partais en Australie, aux États-Unis, en Thaïlande, et les mecs t'envoyaient 10 jours, 15 jours. Tu partais pour un sujet, t'en ramenais 4. Ouais. C'était un autre métier, quoi. C'était un autre métier. Moi, c'est ça qui me plaisait. C'était partir à la découverte du monde. Quand j'étais gamin, j'avais une map monde sur mon petit bureau, tu vois. Je faisais tourner et je voulais tout visiter, quoi. Je m'arrêtais, tac, je me disais, je vais aller là, je vais aller là. Et c'était mon ambition, quoi. Il y avait une émission qui passait sur FR3, on disait à l'époque. Alors, à l'époque, pour les gens, TF1, Antenne 2. Antenne 2. Ma mère dit encore Antenne 2. Hein. Ouais, Antenne 2. France 3, FR3. FR3. Et c'est tout. Il n'y avait que ça à l'époque. C'est vrai. Il n'y avait pas la 5? C'était après, ça. C'est après, ouais. C'est après. Et puis, c'était quand je dis la fin, parce que c'était le début des agences de presse qui venaient dans les canards. C'est quoi une agence de presse pour les gens qui ne connaissent pas le milieu? En fait, c'était des agences de photos qui vendaient au canard des articles tout faits, quoi. Et donc là, c'était un peu la mort du métier. C'était le début d'Internet. Il y a eu 2 transitions, si tu veux. Il y a eu l'informatisation des rédactions. Oui. Le Figaro était un peu en retard. Ça a commencé en 91, 92. Le début des agences de presse qui commençaient à te livrer des trucs tout fait. Et puis après, Internet qui a complètement changé les usages. Bon.
Après, j'ai quitté, je voulais faire de la politique. Et dans un voyage au bout du monde, en Australie, j'ai rencontré une nana qui était candidate aux élections de 93 pour la députation, quoi. Et elle m'a dit, moi je dis, moi, je vais faire de la politique. Tu sais, j'idéalisais à l'époque, j'avais 26 ans, quoi. J'idéalisais le truc. Et elle m'a dit, écoute, si je suis élu, je t'appelle. Elle était RPR. L'ancêtre de l'UMP pour les plus jeunes. Ouais, qui est l'ancêtre des Républicains. Voilà. Et encore, il y aurait beaucoup à dire parce que c'était finalement le RPR, c'était l'UMP, tout ça. Il y avait déjà l'UDF, quoi. C'est-à-dire les centristes. L'ancêtre du MoDem. C'était la merde déjà. C'était l'ancêtre de Macron. C'était le début de la merde, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, elle m'appelle, elle a tenu parole, elle m'a dit, j'ai gagné, mais j'ai déjà mon équipe. Et va voir, elle me dit, mais mon voisin de circonscription cherche quelqu'un. Donc, je suis allé le voir. Bon, finalement, j'ai passé toutes les épreuves, j'ai été embauché. Et j'ai commencé à bosser à l'Assemblée nationale. Et là, j'ai rencontré Philippe Séguin, parce que moi, je suis pas un mec de droite. J'ai toujours été souverainiste. Je suis pas. Souverainiste de gauche, non? Ouais, voilà, avec une sensibilité plutôt sociale. Plutôt sociale, voilà, ça a toujours été un peu ma fibre. Je suis issu d'une famille très modeste, quoi, voilà. Famille d'ouvriers, immigrés siciliens, donc j'ai vécu dans ce monde ouvrier-là. Et voilà, bon, la France, pour moi, c'était un truc, l'ascenseur social, le champ de tous les possibles. Le French Dream. Voilà, et puis non, j'ai eu une enfance, un peu compliquée familialement, mais une adolescence et une enfance très heureuse finalement, parce que c'était la liberté, l'insouciance, tout était... alors peut-être qu'on magnifie, tu vois, un peu mais je pense non, que cette époque, elle était géniale, parce que tout était possible, quoi. Voilà. Et donc, j'ai fait ça quelques années. J'ai eu la chance de rencontrer Séguin très vite. Et j'ai bossé avec Séguin. J'ai créé un parti politique autour de Séguin. Ça s'appelait le RAP, Rassemblement pour une autre politique. Autour de Philippe Séguin, tu as créé un parti qui s'appelle le RAP. Le RAP, ouais. Il avait compris qu'il y avait un... Ah ouais, on était trois. Il y avait Florent Longuepée, je me souviens, et Longuepée. Longuepée, ouais. Ça, c'est un nom. J'ai fondé le RAP avec Longuepée. C'est beau quand même. Et Monsieur Séguin. J'ai bossé, voilà, sur pas mal de discours, sur... on venait juste de sortir de Maastricht. Hein. C'est pas toi qui as bossé sur le discours de Séguin face à Miteux? Non, le fameux. Non. Bien sûr. Non, mais moi, je n'attaque pas systématiquement toutes les dispositions du traité de Maastricht. Il en est certaine que j'accepterais bien volontiers dans un nouveau traité. Je suis venu à titre principal ce soir... Vous adorez les traités, hein? Et ça vous suffit pas? Monsieur le Président, celui-là, je ne peux pas dire que je l'apprécie beaucoup. Moi, j'apprécie particulièrement. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais c'est ce qui m'a donné envie, je pense, de faire vraiment de la politique. Parce que Séguin, je trouve qu'il avait cette puissance, cette espèce D'abord, c'est un mec massif, il avait sa voix, etc. Une famille de Tunisie, comme mes parents. C'était à la fois la France au-dessus des partis et à la fois la Méditerranée. Voilà. Donc, et ce mec, je me suis dit, putain, quelle puissance de réflexion, etc. Et justement, ça, pas parce que ça s'est mal passé, peu importe. Et je voulais me tirer, je voulais quitter la politique. Et là, c'était Patrick Stefanini qui me rappelle, qui me dit, s'il te plaît, va voir un mec, etc. C'est un jeune député, son assistante l'a planté, ça peut être intéressant, s'il te plaît. Donc, je l'ai fait. Ça a matché. J'ai commencé à bosser pour lui et j'étais dans son bureau, au 101 rue de l'Université. Je voyais une photo de Balladur. Couille molle, tu vois. Bon, je ne me dites pas que vous êtes Balladur. Non. C'est Balladur qui nous invite avec Sarko. Il invite tous les députés et c'est un mec qui voulait se distinguer. Tu vois. Il dit, moi, j'ai envie d'exister. Mais il était assez cash. J'ai dit, écoutez, on était en décembre 93. Je lui dis, Balladur sera candidat. Il a une tronche de faux cul. Il va vouloir être calife à la place. Mais ça se voyait. Tu vois, il ressemblait à une couille, faut le dire. Un jour, j'ai traversé salle Victor Hugo, on était au moins 3. Le mec, il sort de l'ascenseur, en diagonale, il te marche dessus, quoi. Il se pousse. Alors moi, comme je suis un peu sanguin, je reste planté, tu vois.
Et je lui dis bonjour, monsieur le Premier ministre. Oh, bonjour, tu vois. Le mec, enfin, une suffisance. Et donc, je crée un club qui s'appelle au départ Rassemblement et Fidélité pour faire signer les mecs en disant Balladur sera candidat. Et donc, pour faire signer les mecs, c'est-à-dire. Alors, pour faire signer les députés, ouais. Pour susciter la candidature de Jacques Chirac. Et donc, il y avait. Contre Balladur, non? Ouais, alors, on disait pas contre Balladur. Parce qu'on savait pas. On savait pas, mais moi, j'avais eu cette idée-là, quoi. Et donc, il y avait 7, on était 7 au départ. Il y avait Renaud Muselier, d'ailleurs, Philippe Briand, Marc Fraisse, Jean-Hubert Schlag, Henriette Martinez, la fameuse... Schlag, ça s'appelle Schlag, le mec. Et c'est Hubert Schlag, Bernard Saveau. C'est un Alsacien, quoi. Merde. La Schlag. Il y a Schlag et Longue Épée qui s'occupent de la campagne. Non, mais c'est beau, quoi. Schlag et Longue Épée. Ouais, c'est bon. Je te dis, ma carrière est toute tracée, quoi. Ouais, grave. C'était une époque, quand même, incroyable, où tu avais... On parle du macronisme, mais c'est pas nouveau, le macronisme, comme phénomène. Comment tu définis le phénomène macroniste? Le ni oui ni non, le centre... Ouais, mais surtout, c'est tout un système qui s'emballe. Ouais. Tu as Sarkozy aux 20h qui allait chez Claire Chazal à l'époque et qui dit « Imaginez, Madame Chazal, si Monsieur Chirac se retire... » On dirait qu'ils vont des tapis, ton Sarkozy. Attends, imaginez, Monsieur Chirac se retire... Ah, tu veux bien les petits en arrière comme ça. Monsieur Balladur est élu au premier tour, tu vois. Donc, tu te dis, mais toute la presse, tout le RPR, tout l'UDF, tous les corps intermédiaires, la France était baladurienne. Et c'était fait, quoi. Dans leur tronche, ils gagnaient au premier tour, c'était fini, haut la main. Et donc, on a commencé à être un peu les empêcheurs de tourner en rond. Au départ, on était 7, puis 20, puis 30, et on se faisait des batailles de publications dans Le Monde et Le Figaro avec des listes de députés. Et puis, à un moment, ça s'est inversé et on a gagné. Il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, il y a un candidat qui s'appelle Jacques Chirac et qui fait sa campagne sur le non à l'Union européenne, sur Schengen, on renégocie, sur si vous faites chier, on se casse. Et puis finalement, il est élu le vendredi, le lundi, il est à Bruxelles, il prend des petits fours et il dit on renforce la construction européenne. Sur la fracture sociale, sur la France pour tous. Il y a dans ce pays une fracture. Voilà. Manger des pommes, etc. Voilà. Il manquait un thème, c'est la fracture sociale, et une image, c'est le pommier, en couverture du livre-programme, qui devient le symbole de toute une campagne. On mange des pommes. C'est bon les pommes pour la santé. Ils font tout, disent-ils, pour éviter une fracture sociale. On a été l'un des premiers à dénoncer cette fracture sociale. La réduction de la fracture sociale est donc indiscutable. La guerre fait rage entre ces deux champions de la droite et ce sont leurs lieutenants qui tirent à l'arme lourde. Si la majorité se rassemblait dès le premier tour derrière un seul et même candidat, et si ce seul et même candidat était celui qui rassemblerait le plus Édouard Balladur, cela veut dire que nous pourrions dire à nos compatriotes qui croient en nos idées qu'à la prochaine élection présidentielle, notre candidat peut être élu dès le premier tour. Il est élu, il n'y a pas à le choisir, il y a à le célébrer. Donc, ça n'est pas la peine, ça n'est plus la peine de vous déranger, circuler, il n'y a rien à voir. On gagne, il nomme, alors que l'apport de Séguin était considérable, de Todd aussi, parce que la fracture sociale, tout ça, c'est Todd. Emmanuel Todd. Emmanuel Todd, faut pas l'oublier. Qui a conceptualisé la fracture sociale de Chirac. Qui a tout conceptualisé. Ok. Et tu pars bien, t'as Todd, t'as Séguin, normalement tu pars sur une bonne vieille droite gaulliste, souverainiste, sociale. Voilà. Même pas droite, parce que si tu veux, j'ai retrouvé après un peu ces accents dans la campagne de Mélenchon, on y viendra plus tard. C'était un peu, tu vois, un programme total, transversal, bien écrit, intelligent, qui allait puiser dans les tréfonds de la République française, quoi. Et tu te dis, putain, ça existe encore, la France, quoi. Il gagne, il nomme Juppé. Debré m'appelle, me dit, on pense à toi pour que tu prennes la com de l'Élysée. Tu devais être si bête? Voilà. Et j'ai pas été. Ça devait être toi? J'étais pas si bête que ça. Ah, oh! Parce que figure-toi que j'ai décliné. Ouais. Et que je lui ai dit, écoute, attends, on gagne sur la fracture sociale, etc. On nomme Juppé. Je sens que le projet va se barrer en couille. Ce qu'avait dit Séguin, il faut toujours se méfier des grands maigres. Bon, c'était ça sa phrase quand il voyait Juppé. Et Juppé et Madeleine, je dis, on va dans le mur, quoi. Évidemment, on est allé dans le mur. Et je suis parti dans le privé. Voilà. Je suis
parti dans le privé, j'ai rejoint un grand groupe où j'ai essayé de un peu structurer les choses en matière de com, de relations avec les pouvoirs publics, etc. Voilà. Et puis, on a créé dans ce groupe une filiale média. On a repris un magazine c'était même pas un magazine, c'est un hebdomadaire pourri qui avait eu ses heures de gloire, qui s'appelait Lyon Capital, que j'ai relancé, j'en ai fait un mensuel. Ça existe encore. Bon, c'est un peu réduit à sa portion congrue aujourd'hui, parce qu'un projet de média doit être, je ne vais pas trop balancer, mais doit être incarné, quoi. Si tu veux, à un moment, si tu n'as pas de ligne éditoriale, il faut un peu creuser, il faut un peu emmerder le monde, il faut un peu révéler des choses. Si tu te dis demain, à Lyon, il va faire beau et 12 degrés, ça suffit pas. Bah, tu auras les 12 mecs qui vont lire que demain, il va faire beau et 12 degrés. Et puis après, le vaisseau amiral, c'était Sud Radio. Que tu as fondé. Qu'on a racheté, que j'ai relancé. Voilà. C'est ça. C'est en quelle année que tu le rachètes, Sud Radio ? 2012. Voilà. 2012, tu rachètes Sud Radio. C'est quoi Sud Radio à l'époque ? C'est ce que c'est aujourd'hui ou c'est complètement autre chose ? Sud Radio, c'est... D'ailleurs, c'est comme François, ça a complètement changé. Ouais, c'était une marque qui était tombée en désuétude. Plus personne. Qui avait eu une notoriété, énorme. Dans le sud-ouest de la France, quand les mecs partaient en vacances, et même tous les gens, j'en parlais avec Jean Lassalle, tiens, justement, c'était pour des questions de diffusion et de géographie, d'émetteurs, etc. C'était la seule radio que tu captais dans la zone sud, jusqu'à la moitié de la zone sud. Après, c'était plutôt RMC, Monte-Carlo, comme on disait à l'époque, Radio Monte-Carlo. Et de l'autre côté, c'était Aki Radio Andorra. C'est dur pour imaginer pour les jeunes que pour écouter certains programmes, il fallait être dans une zone géographique précise de la France. C'était incroyable, quoi. On est vieux. Et donc, cette radio, qui était une radio puissante, elle est tombée complètement en désuétude. Quand on l'a repris, il n'y avait plus de direct, il n'y avait pratiquement plus rien, plus de matinale, etc. Et donc là, c'était un challenge. Il a fallu tout relancer, embaucher des gens, refaire un projet... mettre en place une ligne politique d'extrême droite. Voilà, non, ça semble... On m'a un peu reproché de donner la parole à des gens... Mais à l'époque, c'était déjà ça ? C'était déjà un peu ce ton-là, Sud ou... Non, ça n'existait plus, en fait. Quand je t'ai dit tomber en désuétude... C'était ce que tu allais en faire, quoi. Il passait des disques... voilà. C'était radio vieux, quoi. C'était fini. Et tu reprends cette radio-là avec une idée d'en faire quelque chose de précis. Alors, l'idée, c'était effectivement de faire une radio de débat. Parce que je me disais, on va donner... Le projet, c'était donner la parole à des gens qui ont des choses intéressantes à dire, quels qu'ils soient. Ok. C'est un peu la radio de la France profonde. Ça n'existait pas trop ? Non, ça n'existait pas. Il y avait RMC qui s'était un peu lancé sur ce créneau, mais un créneau, finalement, qui est assez vite devenu populiste, pour faire le buzz à 2 balles, etc. Moi, je ne voulais pas du tout faire ça. Je voulais faire un peu le contraire, même complètement le contraire, du débat. Et donc, j'ai pris des gens très différents. Je faisais des débats, par exemple, j'avais Mauduit de Mediapart d'un côté et Yves de Kerdrel de Valeurs Actuelles, je les faisais débattre. Et puis, je suis allé chercher un peu des gens qui avaient du talent et que j'ai essayé de relancer, qui avaient un peu disparu de la scène médiatique ou qui avaient été virés. Tu vois, par exemple, Berkoff, on l'entendait plus trop. J'ai remis Berkoff à l'antenne. Brigitte Lahaye, qui venait d'être virée par RMC, Valérie Expert, qui venait d'être licenciée par LCI, et des gens que j'aimais bien, aussi, que j'avais remarqué par leur qualité à l'antenne, leur voix, une certaine empathie avec le public. Et je me suis dit, tiens, il y a un truc à faire autour de ça. Évidemment, tout le monde m'a dit, tu vas te planter, jamais tu vas y arriver, c'est pas comme ça qu'on fait de la radio c'est ci, c'est ça. Et j'ai fait à peu près... Allez, à 90%, le contraire de ce qu'on demande. De ce qu'on m'a conseillé. Et ça a marché ? Ça a marché assez vite. Disons déjà, il y a eu les Gilets jaunes aussi, qui nous ont propulsés. Au début, c'était compliqué. Même si les gens ne l'écoutaient plus, toute la France connaissait Sud Radio. Évidemment, les gens du Sud, mais aussi les mecs du Nord. Un peu comme Faudel, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça, quoi. Les mecs venaient en vacances... un peu comme Orwell, que personne n'a lu, mais que tout le monde cite, quoi. C'est ça. Donc, elle avait un capital sympathie, cette radio, mais elle n'existait plus. Et donc, il a fallu refaire, tous les programmes, trouver des locaux à Paris, qu'on a trouvé près de la maison de la radio, du Kennedy, et surtout, tout refaire. Même la technique, etc. Il n'y avait plus les plans. C'était pourri de chez pourri, quoi. Installer les antennes sur les toits dans un immeuble de grande hauteur, se brancher sur la Tour Eiffel, se brancher sur Romainville... Enfin, c'était à la fois
un projet industriel, un projet financier aussi, et un projet médiatique, et un projet politico-social, je dirais. Redonner la parole à des gens qui ne l'ont pas, aller un peu où ça gratte et faire du débat. Parce que il n'y a que 4 radios généralistes en France. Il n'y en aura jamais plus. C'est-à-dire ça s'appelle une radio généraliste. Généraliste et nationale. C'est-à-dire une radio de catégorie E, je vais un peu rentrer dans la technique, qui ont un accord, une convention avec le CSA devenu Arcom, oui. Et donc qui doit faire de l'information générale sur tout le territoire à vocation nationale. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un service public ? Mais dans le privé. C'est-à-dire tu as RMC, Europe 1, oui. RTL et Sud Radio. Le service public, c'est une autre catégorie. Oui, bien sûr. Voilà. Et pourquoi tu dis qu'il n'y en aura jamais plus ? Parce que il n'y en aura jamais plus parce que le paysage audiovisuel est figé. Il y a des questions de bande passante, tu vois. Avec la TNT, ça a été un peu la dernière bande passante disponible parce qu'ils ont compressé, etc. Et parce que aussi, d'un point de vue économique, tu peux pas faire... Il y a plus de 1000 radios en France à un moment, et le gâteau, tu peux pas le partager, le tronçonner, ouais. Voilà. Donc, il y a à la fois une question technique, une question financière, et une question de couverture et de pluralisme, soi-disant. Mais bon, voilà. Et donc, je m'étais dit, les autres radios avaient entre 400, 500 fréquences. Moi, j'en avais que 71. Je dis, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai pas les mêmes moyens, j'ai pas la même couverture. Si je fais des appels à candidature, tout est pipoté. Quand tu sais comment ça marche, tu n'auras jamais d'autres fréquences. Et je me suis pipoté ? Ah ouais, en fait, si tu veux, c'est... Je sais pas, je demande. Non, mais c'est figé. Si tu veux, en fait, il y a des appels à candidature maintenant pour toutes les catégories. Avant, c'était par catégorie. Ils sont tous groupés. Mais en fait, ils redonnent les fréquences aux radios qui les ont déjà. Donc, ils ont figé... Il n'y a pas de nouvelles fréquences. Mais non, mais ils ont figé des espèces d'oligopoles avec Médiamétrie, qui est une vaste fumisterie, tu vois. C'est quoi Médiamétrie ? Médiamétrie, c'est l'organisme, le seul qui est validé par la profession pour mesurer l'audience. Je les ai attaqués en justice, je suis allé jusqu'en cassation. Jamais donc ils font pas bien leur travail. Si tu veux, ils sont jugés partis. Les principales radios sont au capital. Les annonceurs et les gens qui commercialisent les annonceurs. Et ils ont dit, la radio, c'est nous. Et donc, ils se mesurent eux-mêmes. C'est jamais bon. C'est jamais bon. Et quand tu veux essayer de dire, non, mais attendez, il y a un problème, là. En fait, la justice s'en fout parce qu'elle dit, attendez, c'est la profession qui s'est organisée, c'est vos règles, démerdez-vous. Et donc, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, j'ai dit, plutôt que d'aller me battre sur le terrain de plus de reporters, j'aurais jamais les moyens de faire ça. Je vais faire du débat. Débat. Ouais, c'était malin. C'était intéressant, ça coûte pas cher aussi. Il y a aussi cet impératif-là. Et on va créer un peu de l'intérêt parce que finalement, les médias en France, c'est un peu plan-plan, quoi. Tu vois. Et donc, cette ligne a été très vite plébiscitée par le public qui a trouvé là une radio un peu différente. Beaucoup d'auditeurs qui passaient à l'antenne. Des émissions populaires, du rugby aussi le week-end, parce que c'était la radio du rugby, quoi. Oui, c'est vrai qu'à une époque, c'était la radio du rugby. Voilà. Et donc, on a fait revenir un peu c'est le Sud. Des têtes d'affiche. Mon pote Daniel Herrero, tu vois, toulonnais, comme moi. C'était redevenu une radio conviviale, de proximité, qui, je pense, ressemblait aux Français, dans toute leur diversité. Voilà, c'était assez simple. Hein. La radio, c'est toujours simple. Hein. Tu ouvres un micro et tu racontes une histoire. Hein, on est en train de faire. Voilà, et puis tu donnes la parole aux gens. Et je pense que la sincérité s'entend à l'antenne. Voilà, donc, c'est pas des produits... moi, c'est un média que j'adore, la radio, parce que c'est un média de l'intimité. Tu peux faire quelque chose à côté. Tu n'es pas obligé d'être scotché devant un écran. Ça peut venir te cueillir. Tu peux t'évader, tu peux retendre ton oreille, retrouver de l'attention. Et puis surtout, je trouve que c'est... moi, il y a des émissions quand je tombe dessus, quand je suis en bagnole ou quoi, comme LSD. C'est pas Louis Boyard, ça. C'est la série documentaire sur France Culture. Et tu vois, ça fait rêver, quoi. Ouais. Ça fait rêver parce que deux fois, j'en ai écouté une sur la route nationale 7. Et donc, il te raconte toute l'histoire de la route nationale 7. Mais c'est de la vraie radio en immersion, avec les mecs qui te racontent quand il y avait des accidents, t'es
avec les camions, les remorques, etc. Donc, tu as le bruit de la route, tu as le bruit du bistrot, et ton imaginaire part. Et moi, c'est ce que j'adore dans la radio, voilà. Et j'ai essayé de faire un peu ça. Et écoute, ça a bien marché, ça a bien décollé. Jusqu'à un certain moment. Alors après, il y a eu les Gilets jaunes. Déjà, on était les premiers à donner la parole à Priscilla Ludowski. Qui était une gilet jaune, tu sais, la blague. Donc là, on est sur l'éclatement des Gilets jaunes et vous décidez de vous positionner comme une des radios. En fait, même pas. C'est même pas une histoire de positionnement. Pas du tout. En vérité, on lui donne la parole. C'était le début du mouvement. Et moi, j'écoute cette nana, je me dis, waouh, ça vient de loin, quoi. Ce qu'elle dit est intéressant, est profond, est riche. Il y a une vraie réflexion. Parce que tu sais ce qu'on entendait, Gilets jaunes, etc. Et donc, je me suis dit, je vais aller voir. Et je suis allé un samedi, c'était au tout début du mouvement. Et là, j'ai fait un samedi, puis 2, puis 3, puis 10, puis j'ai fait à peu près tous les actes. Je faisais des lives de l'intérieur. Je donnais beaucoup de la parole à tout le monde, en fait. Mais comment se comportait la police? Comment se comportaient les pouvoirs publics? Comment ce mouvement a été réprimé? Ce dont il fallait pas parler, quoi. Voilà, exactement. Et donc, j'avais une rédaction qui était allée à 75% anti-Gilets jaunes. Ah bon? Ah ouais, ça les rendait fous. Moi, T'es en train de me dire que Sud Radio, la radio des Gilets jaunes, à l'époque, t'avais les 3/4 des mecs qui n'étaient pas Gilets jaunes. Ils détestaient ça. Et quand je suis parti le premier samedi, du haut de ma naïveté, il y avait des jeunes journalistes, je me dis, ils vont me remplacer, ou ils vont venir avec moi. Il y a un train de l'histoire, qui passe, avec des milliers de gens dans les rues qui veulent tout casser et qui crient révolution. Macron, on vient te chercher chez toi. Tu veux dire, t'es journaliste, il y a personne qui te bouges le cul, quoi, tu vois. Ça les intéresse pas. J'ai fait un samedi, 2 samedis, mais je me suis toujours retrouvé tout seul. Il n'y a pas un mec de la radio qui m'a accompagné. C'est le boss de la chaîne, il va faire les reportages de terrain à l'iPhone lui-même parce que c'est tous des bobos dans sa rédac, quoi. Non, mais c'était ça. C'est énorme. C'était ça, quoi. Quelque part, moi qui étais le patron de la radio, qui au lieu de partir en week-end quand les mecs se barraient à 18h le vendredi, moi je restais et j'allais filmer les sans-dents, les tatati tatata, les besogneux, les mecs qui voulaient faire la révolution. Mais moi, j'étais touché, en fait, parce que, comme je disais, je suis issu d'un milieu c'est prolo, populaire, etc. Et en fait, j'étais sur la route et je me suis arrêté un soir à un rond-point. J'allais en Normandie. Je commençais à parler avec les gens. Et c'est un peu les larmes qui me sont venues aux yeux, quoi, parce que je me suis dit, ces gens-là, c'est ma famille. Je comprenais ce qu'ils disaient. J'étais eux, quoi. Tu vois, c'est même pas que ça m'a touché parce que non, parce que c'était mon monde, en fait. Et donc, je suis rentré chez moi, il était tard, j'étais crevé. Je suis arrivé à 2h du matin et j'ai dit, il faut que je ponde un texte. Il faut que je fasse un truc. Il faut que ça sorte. Et en 20 minutes, j'ai écrit un truc, je suis vulgaire comme un gilet jaune, que j'ai publié sur Facebook. On ne peut pas aimer la France et ne pas être touché par les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est la France laborieuse, la France de ceux qui fument des clopes et roulent au diesel, des ouvriers et des petits patrons. La France des troquets, du tiercé et des plats du dimanche. La France ni de droite ni de gauche, ou d'un peu des deux. Celle de ceux qui ne sont rien, mais pas personne. La France des illettrés, des harkis, des légionnaires. La France des prostituées et des poissonnières. La France de ceux qui ont choisi la France pour y vivre, y travailler et y mourir. Et puis le lendemain matin, explosion, quoi, des centaines de milliers de vues. Tout le monde s'était accaparé le texte. Donc là, je commençais à faire toutes les télés, etc. Mais comment un patron de radio, d'un média national. Il y a ça qui Alors là, au début, ça marchait bien, tu vois. Ok. J'étais le phénomène de foire, quand tu as la femme à barbe, où le mec, on voulait toucher la bête. Mais rapidement, ça a mal tourné, parce que si tu veux, tous les patrons de médias, le système en général, me reprochaient. Un mec comme toi, qu'est-ce que tu vas foutre le samedi, aller voir des mecs qui tapent des flics, qui envoient des bombes, qui se prennent des bombes lacrymogènes, qui sont mal fringués. Alors qu'on a des petits week-ends sympas, tu viens, qui veulent faire la révolution, donc voilà. Et donc là, finalement, petit à petit, moi, j'ai tenu bon. Et puis, je me suis rendu compte de pas mal de choses, si tu veux. De ce qu'était un journaliste, c'est-à-dire pas grand-chose. Et je l'ai dit sur plusieurs antennes, ça m'a valu, évidemment,
Ah bah attends, t'es marrant aussi, toi, ton boulot, c'est d'être le patron de 150 journalistes, et tu dis franchement, journaliste, c'est quand même un boulot de merde. T'étonnes que t'aies des mauvaises relations professionnelles le lendemain arrivant au bureau. Si tu veux, je leur ai toujours dit ce que je pensais. Voilà. D'accord. Tu leur as dit dès le début que c'était des cons, quoi. Je leur ai dit le peu d'estime que j'avais. D'accord, ok. Et en même temps, je les ai toujours protégés. Disons que oui, quand je te dis j'ai vu qui c'était, en fait, la plupart des gens, ils sont là un peu par hasard. Ils savent pas pourquoi ils font ce métier. Ils ont fait des études, ils ont fait des trucs. Ils ont eu des années sur les bancs de l'école pour se poser 2-3 questions quand même. Ouais, mais peut-être pas la bonne école. Je sais pas s'il y a une école de journalisme. À l'époque, peut-être pas. Bon, si, non, mais même une fois, je veux dire, ça s'apprend pas le journalisme. C'est une école de vie. C'est de la curiosité. C'est de la culture et de l'envie de partager de la culture. C'est aller vers l'autre. À un moment, c'est quoi le journalisme? Une fois que tu sais monter une vidéo aujourd'hui, qui, quand, quoi, où, comment, que tu réponds aux 5W et que tu sais faire un titre, un chapeau, ça va pas prendre 4 ans dans une école pour apprendre ça. Après, c'est un peu ton histoire personnelle, ta culture. La débrouille, du flair. Tes lectures, ton envie de raconter le monde ou pas. Et pour moi, c'est ça. C'est une vocation, c'est une vision du monde. C'est une manière d'aller vers les autres. Moi, j'ai toujours aimé les histoires. Toujours aimé raconter les histoires et voir des gens différents et essayer d'expliquer ou juste de raconter ce qui se passe. Voilà, pour moi, c'est ça. Et pas du tout toucher la couille du ministre. Parce que les gens sont... Tu sais, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'ils aiment bien exister par le regard de l'autre, par le carnet d'adresses. Ah, je connais un tel, je connais... Moi, forcément, quand tu es à ce poste, tu connais tout le monde. Mais qu'est-ce que tu en as à faire de connaître tout le monde? Moi, je m'en fous de connaître tout le monde. Moi, je veux raconter des histoires qui intéressent les gens. Donc voilà, j'étais un peu le vilain petit canard, mais j'ai tout à fait assumé. Et puis après, oui. Après, si tu veux, c'est un peu corsé et j'aurais pu rentrer dans le rang, clairement. Et je l'ai pas fait. Et tout ça, ça aboutit à ce que tu quittes Sud Radio? Voilà, je te fasse foutre dehors. Non, ça a été... Honnêtement, on a marché avec l'actionnaire sans le verbaliser, mais ça faisait peut-être 2-3 ans que l'un et l'autre ont marché vers la fin, quoi. Enfin, la fin de notre comme un vieux couple. Voilà, de notre aventure commune. Ça faisait 25 ans que j'étais dans le groupe. Bon, je vais pas dévoiler les secrets, mais disons, j'ai toujours été dans un groupe de 15 000 salariés, celui qui disait la vérité. J'étais pas la serpillière comme beaucoup de gens le sont dans les grandes entreprises. Et donc, tant que tu es lucide et que tu acceptes d'entendre la vérité et que tu as embauché quelqu'un pour qu'il te dise la vérité, même si ça te choque, même si ça t'emmerde, parce que tu es un homme puissant, mais que tu as l'intelligence de dire, mais lui, au moins, il est franc par rapport à tous ces mecs que j'ai autour du ventre. Mais si un jour, après, tu perds tes inhibitions et que tu es... ce qui atteint malheureusement tous les gens qui ont un peu d'importance, etc., dans tout le domaine d'ailleurs, et que tu es dans le délire de toute puissance, moi, j'avais plus rien à foutre avec lui, quoi. Et ça s'est terminé comme ça. Et puis, voilà, j'ai quitté, et puis j'ai fait autre chose. Le meilleur et le pire souvenir de toute l'époque, de toute l'aventure Sud Radio? Le meilleur souvenir... Vraiment, le truc, tu te dis, si je regrette pas toute l'aventure, c'est pour ce jour-là. C'est pour le jour où tous les médias avaient été virés dans un acte des Gilets jaunes. Et que c'était une magnifique manif où il y avait peut-être 30 000 personnes ce jour-là, un samedi. Et il y avait 2 banderoles qui étaient tenues en début de cortège. C'était RT France et Sud Radio. Et là, je me suis dit, on est revendiqué par les Gilets jaunes. RT France qui a été aussi massacrée, interdite par Madame von der Leyen et Monsieur Macron, pour chaîne pour laquelle j'ai travaillé ensuite. Et je me suis dit, voilà, ça c'est mon plus beau souvenir. Tu vois, soleil couchant, des milliers de gens dans la rue qui réclament justice, qui en ont marre, en fait, de l'Union européenne, de Macron, de cette société à 2 vitesses dont ils se sentent exclus, etc. Et t'as les chants, parce que t'as aussi une puissance de la manif, quand tout le monde chante la Marseillaise ou le chant des partisans ou des chants inventés sur Macron. Macron vient te chercher, etc., etc.
et que tu as Sud Radio avec des gens à bout de bras, tu te dis, j'ai pas servi à rien. Ouais. C'était un beau moment. Pourquoi tu dis, RT France, t'as dit, qui ont aussi été massacrés? Sud Radio a été massacré? Non, enfin, Sud Radio, après moi... RT France, on a bien compris, mais voilà. Sud Radio a été pour toi massacré? Sud Radio, après... Sud Radio... Moi, quand je suis parti, la radio existait avant moi, elle existera après moi. Disons que c'est une radio qui est rentrée dans le rang. Voilà, j'en dirais. Tu trouves? À part Berkoff, si tu veux... Quand je suis parti, j'avais un peu averti les gens. J'ai dit, toi, tu vas pas faire long feu, parce que moi, je te protégeais, je t'ai jamais rien dit, mais si tu vas voir, tu étais le premier sur la liste. J'ai dit ça à Morio, par exemple. Et bingo. Bon. Et donc, après, moi, j'ai plus voulu l'écouter, et j'ai dit publiquement que j'en parlerai plus, que je l'écouterai plus, pour pas être dans l'amertume, c'était mieux avant. Ouais. Oui, je comprends. Ils font leur vie, voilà, elle est ce qu'elle est, et moi je fais la mienne. Et puis voilà, et puis j'ai pratiquement plus de contact avec les gens de Sud Radio, à part quelques exceptions, quoi. Ouais, voilà. Et c'est très bien comme ça. Je veux dire, les histoires, elles ont un début, un milieu, une fin. Aucun regret, donc? Non, aucun regret, parce que j'étais arrivé au bout de ce que je pouvais faire. Si j'étais resté après, ça aurait été commode d'un point de vue social, financier, pour la gloriole, mais je me serais étiolé, liquéfié, et j'aurais eu l'impression de... Pourquoi? Parce qu'on t'aurait imposé un changement de ligne éditoriale? Auquel t'aurais pas pu résister? Je sentais quand même que... Parce que qui au-dessus de toi décide, en fait? En fait, moi, j'étais complètement autonome. J'avais juste l'actionnaire au-dessus de moi, avec qui j'étais en ligne directe. Toi, l'actionnaire... Et c'est tout. Israël? Non, c'est tout, d'accord. Non, pour le coup, c'était bien, parce que quand même, l'actionnaire était un self-made man, si tu veux, qui a fondé un groupe qui est devenu énorme, mais qui n'est pas en affaire avec l'État, qui est complètement indépendant. Donc, ça, c'était une garantie assez intéressante. À un moment, dans la vie, normalement, c'est le fils qui veut tuer le père. Et là, c'était l'inverse. À un moment, quand le père veut tuer le fils, soit tu cours vite, soit tu te fais tuer, quoi. T'as couru vite. J'ai couru vite et j'ai voulu... Mais je l'ai fait quand même, avant de courir vite. Ça faisait 3 ans que j'avais le projet de partir. Je voulais pas partir en disant j'ai tout fait, j'ai réussi, ils ont rien compris. C'est des cons, avec moi c'était mieux. Ouais. Et donc ça, si tu veux, ce qui est compliqué, c'est que quand ton intellect comprend ce qu'il faut faire, il faut que après tu l'intègres et tu le digères, quoi. Et donc ça m'a pris un certain temps. J'ai vu des gens quitter et puis ressasser pendant des années. Oh là là. Avec moi, c'était mieux. Maintenant, c'est tous des cons. C'est pour ça que c'est la première fois, d'ailleurs, que j'en parle. Ça fait 3 ans et demi. Tu vois, j'en ai jamais parlé. Et c'est 80 € la séance. Voilà. Et donc, je vais m'allonger à ce prix-là. Il n'y a pas de raison. Vas-y, à ce prix-là. Tu peux. Je veux dire, bon. Et après, maintenant, je suis indépendant. Voilà, j'interviens dans différents médias. J'ai fait d'autres expériences. Tu penses que cette expérience cette aventure que tu as vécue, de racheter une grosse radio comme ça, d'imposer une ligne éditoriale, etc., c'est quelque chose qui serait faisable encore aujourd'hui, ou l'aventure serait beaucoup plus compliquée? Au vu de l'état de la liberté d'expression et surtout, plus que ça, de la domination des lobbies et des milliardaires dans les médias, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, cette aventure d'un jeune un peu foufou qui rachète une radio, qui dit à la One Again... Et puis moi j'avais un actionnaire au-dessus, qui était quand même... Oui, mais même, est-ce que ce serait jouable pour toi aujourd'hui? C'est toujours... Parce qu'il y en a des petites radios qui demandent qu'à être rachetées. C'est toujours jouable parce que l'argent n'a pas d'odeur. Et si tu rajoutes un 0, tu as tout ce que tu veux. Et c'est comme ça que ça marche. Bon. Après, une fois que tu as ta radio... ce qui est plus compliqué, évidemment, si tu veux en faire un objet vraiment... alors déjà, si on parle de radio nationale, il n'y en a plus. Mais mettons qu'une radio nationale soit à vendre, ce serait très difficile aujourd'hui d'avoir une ligne éditoriale. Regarde ce qui se passe avec CNews, quoi, qui soit pas tout à fait dans le cadre communément accepté par le système médiatico-politique. Moi, ma ligne aussi, elle était assez finalement souverainiste, parce que sans le dire, sans le revendiquer,
c'était quand même beaucoup centré autour des questions de la souveraineté, du RIC, comment on peut refaire société, etc. Aujourd'hui, alors que la demande du public est énorme, parce que je pense qu'aujourd'hui, tu fais un référendum sur rester dans l'Europe ou sortir. On sort. C'est peu 55% que tu fais, c'est 70%. Hein. Et ça, c'est clair. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de référendum, d'ailleurs, sur tous ces sujets-là. C'est quand même la liberté d'expression, c'est réduite comme peau de chagrin ces dernières années. Ouais. Ça, c'est vraiment préoccupant. Et elle s'est réduite, on dit toujours, les milliardaires. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a 9 milliardaires, allez, mettons, qui possèdent... moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des milliardaires. Ce qui me dérange plus, c'est quand ils sont en affaire avec l'État. C'est-à-dire, à un moment, quand tu vends... je prends un exemple. LCI, la chaîne Ukraine. Pourquoi ? Quel est l'actionnaire de LCI ? C'est Bouygues. Toute l'Ukraine va être reconstruite et Kiev devrait être la ville pilote au niveau mondial pour l'écologie, les infrastructures, le métro, etc. Du coup, tu as l'actionnaire, mais ce n'est que ça. Non, mais ça me rigole, ça me fait rigoler parce que j'avais pensé, je sais pas si tu avais vu cette conférence de presse absolument hallucinante entre Anne Hidalgo et le maire de Kiev. Our cities, Paris, maybe in the transformation of the infrastructure, go from a car to a bicycle is very interesting because it's a new model. Avec les pistes cyclables. Vu que votre ville, elle va être détruite et qu'il faut tout refaire, vous pouvez peut-être penser aux questions d'écologie, aux pistes cyclables, aux jardins verts et tout. Et le mec, il est là, il est choqué. Ah ouais, il est choqué. Ça fume encore. Tu vas attendre 2 minutes avant d'essayer d'aller me vendre des Vélib ou comment ça se passe? C'était fou cette histoire. C'était fou cette histoire, c'était dingue, l'indécence de la nana. Et donc oui, tu dis oui, pourquoi? Parce que Bouygues veut reconstruire. Bouygues veut reconstruire, mais après, si tu veux, c'est compliqué, quoi. Quand le Figaro est possédé par Dassault, tu vois, tu lis les pages du Figaro sur les affaires étrangères. Bon, disons que c'est pas tout à fait toujours... voilà. Quand tu as, je prends un autre exemple dans la presse écrite, Monsieur Macron qui invite le fils de l'ancien émir Altani, lui-même Altani, avec Nicolas Sarkozy, Jack Lang, on se demande bien ce qu'il fout là, mais bon, il est toujours là, lui, dans tous les coups, il est là. Et Xavier Niel, tu as un superbe papier ce matin, hier soir dans Le Monde, qui dit, entre deux toasts, il dit l'émir du Qatar, super soirée, les investissements, etc. On est où, là? On est où? Enfin, je veux dire, à un moment, c'est juste pas possible, quoi, tu vois. Mais tout est comme ça. Quand tu vois BFM, Drahi, moi, je m'étais battu pour une chaîne TNT, je suis toujours en procès, bon. Oui, c'est par rapport au fait qu'à l'époque, c'est ce que tu disais juste avant l'émission, en fait, quand ils ont attribué les chaînes TNT, qu'ils ont décidé qui aurait le droit d'avoir un canal TNT, à l'époque de l'apparition de la TNT, où il n'y avait pas beaucoup de canaux à donner, finalement, ce que tu me disais, c'est que c'était au petit bonheur la magouille, quoi. C'était au petit bonheur En fait, je me suis rendu compte au bout de 15 jours que l'appel d'offres était à l'envers. C'est-à-dire, ils avaient déjà distribué les chaînes, et ils faisaient concourir les mecs en te faisant croire que tu allais concourir. Alors qu'en fait, c'était comme le fonds Marianne, quoi. Voilà, c'est la même chose. Voilà. La France est une république très sophistiquée pour les apparences. Sophistiquée, bien dit. L'escroquerie est toujours enrobée, sophistiquée, avec toutes les apparences c'est du juridisme, tu vois. On peut parler du Conseil constitutionnel, on peut parler du Conseil d'État, on peut parler de toutes. Ils ont trouvé, c'est un peu comme la République démocratique, tu vois. C'est quand tu te dis je suis légitime, t'es pas légitime. Et quand tu es obligé de mettre démocratique dans le nom de ton pays, c'est que déjà, à mon avis, faut surveiller un peu tes arrières. C'est pas normal. Et là, ils ont trouvé, maintenant, c'est des autorités administratives indépendantes. L'ARCOM est une autorité administrative indépendante. Non, mais je trouve ça magnifique. Tu t'arrêtes sur les 3 mots, si tu les mets à côté, tu prends 2 secondes, il y a un problème. Je veux dire, c'est oxymore. Tu vois, c'est bien sûr. C'est pas possible, quoi. Bon. Et donc, petit à petit, quand tu vois dans quel monde tu évolues. C'est pour ça que, je veux dire, les youtubeurs, les médias indépendants, c'est pour ça qu'il y a le DSA, ce fameux article 4 qui a été revoté pour empêcher les gens de s'organiser, de penser
pour criminaliser la pensée. Qu'est-ce que tu penses de cet article 4, d'ailleurs? C'est hyper grave, en fait, si tu veux. À un moment, qu'il y ait du débat et qu'il y ait des gens qui disent des conneries sur le sanitaire. Ok, très bien. Jusqu'à présent, tu pouvais avoir un débat. Et de toute façon, il arrive un moment où ça fait consensus, quoi. Un moment, si tu racontes toujours des conneries, il y a des gens qui vont se mobiliser en disant attention, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Mais si tu fais des lois en amont, pour empêcher les gens de formuler, de parler, parce que ce sont des lois d'intimidation en fait. C'est pour t'interdire de penser, c'est pour t'interdire d'avoir du débat, c'est pour t'interdire d'avoir une idée différente. Donc on criminalise. Comme ça, on chope les gens qui ne pensent pas dans les clous et on leur interdit de penser en les menaçant d'années de prison, d'amendes incroyables au niveau européen. Et on construit parallèlement un récit, un narratif communément admis, acceptable. Qu'on soit pour ou contre le vaccin, le confinement, la politique sanitaire, il y a des pays où ça s'est bien passé. La communication entre le gouvernement et les gens. Ce soit des pays qu'on dit on vaccine ou on vaccine pas. Donc, dans tous les cas, il y a des exemples, c'est bien passé. C'est pas parce que ce gouvernement a été incapable de communiquer sur ce sujet comme sur les autres correctement avec les gens qu'il faut faire une loi pour interdire aux gens de parler. Vous avez qu'à prendre exemple sur les pays où ça s'est bien passé. Parce qu'en fait, vous êtes arrivé dès le jour 1, comme dans certains pays asiatiques, vous avez dit, OK, chaque ministre, on lui met 5 scientifiques compétents derrière, et puis on discute, quoi. Non, mais tu vois, ce gouvernement, ce qui est quand même incroyable, c'est que Macron, il est dans la parole performative. Qui pour le coup n'est absolument pas performante. Il dit à peu près une connerie par heure. Et chaque fois qu'il prend la parole pour annoncer quelque chose, en fait, c'est du fake, c'est du faux. Rappelle-toi le grand débat avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire il sélectionne des maires, etc. Il se met en bras de chemise, ce qui est une indication quand même, hein, quand le mec il se met en bras de chemise. C'est incroyable. Non mais ça fait peur. Moi, ce mec-là me fout la trouille. Tu veux, quand tu as un mec dans la République française qui fait... Je vais vous expliquer. Ça fait vachement. Non, mais tu vois ce que je veux dire? On est dans autre chose. On est dans la mise en scène. C'est pour ça qu'il faut mettre démocratique dans le titre. Sinon, les gens le voient démocratique, il faut mettre grand débat. Tu vois. Et le pire, c'est que même quand il essaie d'organiser un grand débat citoyen, et que déjà les gens croient pas que ce soit objectif, la seule fois où il essaie de faire un truc à peu près tiré au sort, il se retrouve avec Cohn-Bendit qui choisit. Alors que pour le coup, c'était vraiment un hasard administratif pur, et du coup personne n'y croit. Ça s'appelle la justice immanente. Ça s'appelle la justice karma. Karma. Et même Cohn-Bendit, il avait dit non, ça je peux pas. Non, je peux pas y participer parce que personne va me croire. J'aurais bien aimé, hein, mais je suis désolé. Ou invitez-moi à côté, mais me dites pas que j'ai été tiré au sort. Et c'est là qu'il a dit, vous pouvez pas imaginer ce qu'un enfant de 9 ans... Non, c'était autre chose. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et puis non, mais c'était pas 9. Non, c'était pas 9. C'était 4 ou 5, je crois. Hein. Ouais, c'est ça, en plus. Voilà. Quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, oh là, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotico. Vous me troublez. Alors, que le monde politique... Tu vois, soit dans cette outrance, dans cette commedia dell'arte et tout ça. Ça a toujours été ça, quoi. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Mais que les médias participent du truc aujourd'hui. À un moment, le truc le plus incroyable, c'est l'Ukraine. Il y a eu les Gilets jaunes. Il y a eu le Covid, où on a entendu quand même pas mal de conneries. Hein. Mais l'Ukraine, quand tu vois j'allais dire certaines chaînes, mais c'est pratiquement toutes les chaînes. Moi, je dis pas, je suis pas manichéen, je dis pas le bien, le mal, les gentils Ukrainiens, les méchants. Non, bien sûr. Tout ça. Mais juste d'un point de vue factuel, ce qui est raconté sur la capacité, par exemple, de notre armée ou des armées européennes qui n'existent pas, parce que la communauté européenne de défense, on en parle depuis 70 ans, depuis 1954. Donc la Russie est un pays qui est en économie de guerre depuis 10 ans, qui fait tourner toutes les fabriques, qui fabriquaient des oléoducs, des gazoducs, etc., des fonderies. Ils font des missiles, en veux-tu, en voilà. Ils les fabriquent 10 fois plus vite, ça coûte 10 fois moins cher.
C'est une patrie d'ingénieurs. Ils forment des ingénieurs tout le temps. Nous, on a plus, j'allais dire en France, en Europe, mais aussi aux États-Unis. On est en train de perdre, on a perdu le secteur primaire, le secteur secondaire, l'agriculture, l'industrie, la manufacture de biens, etc. Tout le monde veut être dans le service. La Startup Nation, tout le monde, aux États-Unis, tout le monde veut être avocat, financier. Mais à la fin, tu fais quoi avec ça? Je te rappelle quand même que on était les champions de la sidérurgie, par exemple. Et les mecs sont arrivés avec des costumes, pareil. Hein, ils ont dit la sidérurgie, c'est fini, ça marchera pas. Et puis après, tu as eu ArcelorMittal, etc. Aujourd'hui, les matières premières, Ils n'ont pas dit ça marchera pas, ils ont dit ça marchera mieux ailleurs. Ouais, enfin, ils ont tout fermé quand même. Hein. Ouais, voilà. Ils ont tout fermé. Oui, ils ont dit ça marchera mieux ailleurs. On était dans l'illusion que les Chinois allaient travailler pour nous. Voilà. Produire. Et qui ne demanderaient jamais à avoir une classe moyenne. Qui ne demanderaient jamais à avoir une classe moyenne. Ouais. Qu'on allait, j'allais dire quelque chose de vulgaire, mais qu'on allait... pouvoir les niquer juste regarder les mouches. C'est ça. Voilà. Et qu'en leur donnant une photo de René Coty et un bol de riz, ils allaient bosser. Et c'est pas du tout passé comme ça. Slimane, il était pas content. Non, il a fait la gueule. Mais pas du tout passé comme ça. Donc, si tu veux, les mecs, ils ont accédé un peu à un meilleur niveau de vie. Ouais. Ils ont voulu avoir des bagnoles. Ils ont dit, attendez, mais nous, on sort du Moyen-Âge. Ça fait 100 ans que vous polluez la planète, allez vous faire foutre. Nous, on veut des bagnoles, on va fabriquer des bagnoles, etc., etc. Et en plus, les médicaments, on a tout délégué. Puis eux aussi, du coup, ils ont commencé à se soigner, à avoir besoin d'antibiotiques, à vouloir avoir des médecins. Et ils se sont servis d'abord, quoi. Je veux dire, voilà. Et c'est une folie qu'on a fait. On a tout donné. Et même moi, je connaissais des gens qui avaient, à l'époque, des industriels monter des boîtes avec la Chine et la Thaïlande, et surtout en Chine. Mais tu ne montes pas des joint ventures en Chine. C'est-à-dire, tu apportes ta technologie, tu te la fais piquer, tu perds tout ton savoir-faire, et l'entreprise, elle est chinoise, et tu travailles avec des Chinois. Et point, et rien d'autre. Mais toutes les puissances aujourd'hui, enfin, ça fait une quarantaine d'années, que les puissances qui émergent et qui ont plus qu'émergé aujourd'hui, puisqu'on voit les BRICS, ce sont des puissances, j'allais dire presque agressives. C'est-à-dire qui peuvent être dans l'économie de marché quand ça les arrange, mais qui sont hyper protectionnistes. Bien sûr. Et hyper nationalistes. Je veux dire, l'Inde, les États-Unis, en fait, la Russie, la pas, Turquie, désolé, ils sont pas l'Iran. Hyper nationalistes. Ils ont une politique rationnelle qu'on a eue jusqu'au début du XXe siècle. En fait. C'est pas sidérant. Non, mais moi je le dis à travers un tropisme. Oui, non, mais c'est ça qui est drôle, c'est que tu vois que les États-Unis réservent 50% de leur marché public à leur boîte et les gens se disent c'est de l'hyper nationalisme. Voilà. Mais non, les gars, la moitié, rêvez pas. Hein. C'est pas la Chine communiste, c'est juste normal en fait. Non, mais je trouve quand même que le système, alors il est un peu en train de battre un peu d'aile parce qu'ils ont vu un peu grand et que quand on parlait de sophistication, le système chinois, je veux dire, ce libéralisme communiste ou ce communisme libéral, c'est quand même la martingale, quoi, si tu veux. Tu vois. Et c'est-à-dire c'est-à-dire, en fait, tu peux complètement être dans une économie de marché puisque tu vends à la planète entière, mais tu es quand même dans un monde complètement administré, collectivisé, ou avec un pays qui gère les comportements et qui t'empêche toute créativité ou toute liberté personnelle. Tu parles de la France ou de la Chine, de la Chine. Oui, ça, je vois pas la différence. La France, c'est bientôt. D'accord. Voilà, j'avais pas fait la Chine a un peu d'avance sur nous. Un peu, mais pas des masses. Mais pas des masses. Et tu veux, moi, dans un bouquin que j'avais écrit en 2019, qui est sorti en 2019, j'avais parlé du programme social chinois. Et j'avais 2 chapitres sur le sujet en disant, voilà ce qui nous attend. Mais certains mecs m'ont ri au nez. On dit, attends, c'est les romans de science-fiction. Mais aujourd'hui, ça fait presque dépasser. Tu vois, la reconnaissance faciale, etc. On est déjà l'intelligence artificielle puissance 10. Oui, il y a une série de SF qui s'appelle Black Mirror, dans lequel ils font un épisode complètement fou, dans lequel les gens, ils ont des notes sociales et dans lequel ils peuvent accéder ou pas à des trucs en fonction d'une note. Bon, bah voilà. C'est pas de la science-fiction, c'est de la science-fiction. Ça a été de la science-fiction 3 ans. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce que là, les Français ne sont pas encore bien réveillés. Il y a cette histoire d'Ukraine où on bourre le crâne tous les jours. Je pense que là. C'est quoi le prochain narratif pour toi ? Le prochain narratif, c'est il faut faire des économies.
Ouais. Il faut redevenir une puissance souveraine. On a le monde. Ah oui, alors Attal, il dit 3 fois le mot souveraineté en ce moment. La Russie va nous attaquer. Ah, économie de guerre. Économie de guerre. Et donc, maintenant, il faut que tout le monde... Voilà, le prochain narratif, je te le fais. Il faut que tout le monde fasse se mettre à travailler. Un effort de guerre. Pour le maréchal. Pour le maréchal. Maréchal, nous voilà devant toi. Voilà. Non, mais exactement. Mais c'est évident. Donc, tu vois, tous les précaires, les chômeurs, les droits, les... Attends, maintenant, il y a même quand tu sautes ta femme, maintenant, c'est du patriotisme, t'as vu? Ah bah attends, j'ai vu, ouais. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Ça m'a refait penser d'ailleurs à une interview de Brigitte Macron qui disait aimer limer, parce que dans la vie, il faut limer, etc. Qui a dit ça? Elle a dit qu'elle aimait limer. Et après, elle regarde la caméra. Il n'y a pas un conseiller qui est passé par là en mode non, mauvaise idée. Non, elle dit à la caméra, et puis d'ailleurs... Avec Emmanuel. On lime. Nous limons beaucoup. Oui, nous limons beaucoup. Oui, j'en avais parlé de celle-là. Voilà. Donc peut-être c'est ça qui a inspiré le réarmement démographique. Après, qui tient le manche, ça c'est autre chose. De la lime, hein, je veux dire. Oui, bien sûr. Parce que la rapide aussi. Ça peut pas réarmer grand-chose. Hein. Même avec beaucoup d'amour. Non, mais c'est vrai, Birgit, tu vois pas ce qu'elle va pondre. Hein. Enfin, ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Tu vois une baisse, toi, vraiment particulière de la liberté d'expression sous la Macronie. Oui. Toi qui as créé des radios à une époque où, enfin, on se souvient quand même qu'il y a eu, alors c'était avant, mais il y a Miteux avec les radios libres, il n'était pas gentil. Il y a toujours eu quand même de la part de l'État, Coluche a été censuré, il y a toujours eu une méfiance vis-à-vis des radios. Il y a peut-être eu une sorte d'âge d'or chiracien, et on revient à une situation normale, mais toi, tu vois depuis Macron un tournant particulier pour la liberté d'expression? C'est-à-dire qu'avant, il ne faut pas être naïf. La censure a toujours existé. Oui. Et c'est une passion française, hein, la censure. Hein. Il ne faut pas l'oublier non plus. Hein. C'est pour ça qu'on aime tant la liberté. Voilà. Mais, si tu veux, elle s'exerçait contre des personnalités qui allaient un peu loin. Du point de vue du pouvoir. Thierry Leluron, Coluche... Balavoine, Desproges, des gens, à un moment, ils faisaient scandale, ils disaient ce qu'on ne disait pas, ils dépassaient les bornes, etc. Oui, ils sont mariés avec des mecs, ils ont mis le président dehors, ils ont fait des trucs, ils ont fait des trucs un peu chauds. Et donc, c'était... Pour l'époque, en tout cas. Pour l'époque, voilà. Donc, c'était disruptif, comme dirait M. Macron, et ils étaient sanctionnés, quoi. Et puis, ça ne plaisait pas au pouvoir. Et puis, Mitterrand avait des grandes oreilles, faisait écouter les gens, les menacer, etc. Il a écouté à peu près tout le monde, hein, Mitterrand. On fait écouter tout le monde. Et ce qui a changé aujourd'hui, c'est que c'est devenu permanent, diffus, et que tout le monde se sent un peu attaqué dans sa liberté personnelle, parce que Macron, il a réussi, entre guillemets, à hystériser complètement la société. À la diviser en deux tout le temps. Covid, les pour, les contre, les factieux, les séditieux, les vax, les anti-vax, les poutinolades, défenseurs de, je pense que les gens, de la liberté. Voilà, les gens deviennent fous parce qu'il n'y a plus... On parlait au début d'insouciance, de légèreté, tu vois, cette époque-là, quoi, fin des années 80, début des années 90. Il y avait le sida, il y avait des merdes quand même, il y a des trucs compliqués. Il y avait déjà beaucoup de chômage. C'était pas la génération de mes parents où tu perdais un emploi, le lendemain, dans les 10 minutes, tu retrouvais un emploi. Ça. Fin des années 80, la situation économique et sociale n'était pas meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qui a changé? Il y avait une espèce de légèreté. Les années disco. Un couple d'ouvriers, dans les années 80, pouvait encore acheter une maison, oui. Partir en vacances 3 semaines l'été dans un camping. C'était normal. C'était normal. Le passage à l'euro. Ouais. Moi, je bossais dans des grosses boîtes à l'époque. On avait fait, on faisait des sondages avec l'IFOP. J'avais créé le baromètre des TPE. Si tu veux, on mesurait tous les 3 mois la santé financière des entreprises et tout. TPE, c'est 96% des entreprises françaises. Avec les PME, c'est 99% des entreprises françaises. Parce que quand les mecs te parlent d'entreprises, de LVMH, etc., ils ne savent, parce qu'il n'y a aucune culture économique en France, ils ne savent pas que 99% d'entreprises, 96% déjà, c'est de 0 à 20 salariés, et le reste jusqu'à 500 salariés, mais c'est plutôt autour de 100, entre 50 et 100.
Je veux dire, ça, c'est le tissu français. C'est la France. C'est la France profonde. Donc, détruire l'industrie, détruire la petite industrie, détruire tout ce qui faisait un peu notre spécificité, tout notre savoir-faire, bah, tu fais quoi aujourd'hui? Tous les mecs, ils vont faire quoi? Créer des startups? Les startups, dans les 18 mois, tu as 90% des startups qui font faillite. Ouais. Et la startup qui marche, qui ne fait pas faillite, elle est rachetée par un grand groupe, ça devient un peu sa vitrine, etc. Et puis après, elle est absorbée, ça devient un produit. Les entreprises, c'est des actions. Voilà, tout. À court terme. Voilà. T'y crois, toi? Parce que tu parlais pas mal justement de ces médias de réinformation. Désolé, je passe du coq à l'âne, mais on a une discussion tranquille, on s'en fout. Ça, c'est la France, monsieur. On a tous vécu une période où on a cru à mort, quand il y a eu l'émergence de YouTube, que ça y est, Internet, on allait être sauvé, la dissidence, ces choses-là, on allait pouvoir créer des messages alternatifs. Puis il y a eu le rachat Google. T'y crois encore, toi, que les médias d'information... On a tous eu cette période, on s'est dit, la télé, c'est fini. Tu crois que la télé, la radio, les médias traditionnels sont de retour? L'homme a besoin d'espoir et a besoin d'imaginer des mondes alternatifs. Rappelle-toi, pendant le Covid, c'était le monde d'après. Tout le monde fantasmait sur le monde d'après. C'est ça. Si on voyait le monde d'après, ce qu'il est en train de donner, moi, je préférais le monde d'avant. Hein, enfin, ouais. Bon. Mais moi, je préférais le monde d'après du monde d'avant. J'aurais aimé qu'on ait retour vers le futur, moi. J'attends les bagnoles volantes. C'est ça. Si tu veux, j'ai des fils de pute en trottinette électrique, mais j'ai pas mes bagnoles volantes. C'est comme quand t'es gamin, que tu rêves de l'an 2000. Et que t'as tous ces films d'anticipation, comme on disait. Les années 2020 des années 70, elles sont incroyables. C'est incroyable, tu vois. Tout le monde là. Je prends ma soucoupe pour Jupiter et tout, il y a pas de problème. Tout le monde est dans le bonheur. Ouais, c'est ça. En fait, c'est cette espèce d'imaginaire débridé. Ouais. En fait, que le futur pensé au présent n'est jamais du futur. C'est juste du présent fantasmé. Bien sûr. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Donc, on a ce besoin fondamental, primaire, je dirais, primal presque. Et puis, après, on se cogne aux écueils de la vie, quoi. Tu dis, putain, tu te dis, non, c'est pas tout à fait ça, etc. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on en est à un stade, c'est à la fois inquiétant, et ça peut être un espoir. Ah, vraiment, t'y crois à la révolution, là? Non, pas du tout. Ah. Je pense qu'il va y avoir deux mondes qui cohabitent. C'est-à-dire un monde mainstream, avec ses médias, ses jeux du cirque, ses jeux olympiques, ses hommes politiques, ses concerts, ses spots pour aller en vacances, etc. Ça, c'est le monde mainstream qui va s'organiser avec ses propres règles. Et à côté... tu vas pas avoir la révolution. Tu vas avoir des micro-tribus, des gens qui vont composer un peu leur monde et qui vont résister comme ça. Moi, je crois plus, finalement, small is beautiful. On va se... Ouais, mais tu sais très bien qu'il n'y a jamais aucune société dans laquelle on a un gros État qui a accepté de vivre en coloc avec des gens chiants. Ça finit toujours comme dans Demolition Man où on les fout dans les égouts ou dans des camps. Mais c'est pour ça que je ne crois plus du tout à la révolution. Je ne crois pas à une révolution qui soit, enfin, un monde alternatif qui soit pensé à un niveau global pour être alternatif. Je pense que l'alternative viendra du comportement des uns et des autres qui vont se sortir du monde mainstream, soit par nécessité, parce qu'ils seront éjectés de ce monde-là, parce qu'aujourd'hui, tu le disais toi-même, je veux dire, t'as 20 balais, 25 balais à Paris, tu bosses, t'as un bon boulot, tu peux pas vivre à Paris, quoi. Si tu veux faire un gamin, tu peux pas avoir de bagnole parce que ça te coûte une blinde, parce que t'es un salaud, parce que tu vas tuer la planète, etc. Tu peux pas voyager, tu peux pas te garer, tu peux pas acheter. Même pas louer. Tu hésites pour faire des enfants, tu peux pas louer. Il va te falloir 3 mois de loyer. Quand tu fais des visites pour louer, c'est ceux qui gagnent moins de dégagez. Ceux qui n'ont pas la caution des parents, dégagez. Bah, t'as 100 mecs, puis t'en as plus que 50, et après, c'est struggle for life. Pour louer 2000 balles, 18 mètres carrés avec vue sur une pissotière, quoi. Ici, tu n'imagines pas comment j'ai galéré. Bah, voilà. Donc, ce monde-là, je pense que je crois plus du tout, moi, aux grands... C'est fini, les grands mouvements. Ah bah attends, les grands mouvements, je suis pas d'accord. Les grands mouvements, on en a plein, on vit que ça. Je disais plus un mouvement au sens intellectuel. Ok. Tu vois, le marxisme, voilà. Évidemment, des mouvements... Peut-être que c'est le macronisme, le dernier. Non, c'est ça, ouais, c'est ça. Exactement, voilà. Mais en fait, je pense que Brigitte peut faire un gueule, ça serait... pour une femme à barbe, ça serait intéressant.
Non, mais bon, blague à part. Non, mais c'est intéressant. Marx Engels, Brigitte Trogneux, Emmanuel Macron. Qui est le sponsor de l'autre, qui est le créateur, qui est le démiurge. Quelle filiation entre Engels et Macron, idéologiquement, je la vois pas. Ah ouais, non, mais c'est toi qui m'a poussé là-dessus, tu vois. N'oublie pas quand même que c'est le monsieur qui a écrit un livre intitulé Révolution, qui a été plébiscité. Non pas par les lecteurs. 3/4 des hommes politiques français ont chié un bouquin de campagne qui s'appelle Révolution. Non, mais tu vois, non, mais bon, pour être même Bayrou a écrit un livre qui s'appelle Révolution. Henri IV aussi, Et donc, non, mais en fait. Une grande idéologie. Une grande idéologie, il n'y en a plus, mais des mouvements, il y en aura. Des mouvements de protestation. Le problème, tu vois, ce qui m'a intéressé dans une interview de Todd que j'ai vue récemment, il faisait une dichotomie entre les démocraties autoritaires, exemple la Russie, et les oligarchies libérales, exemple la France, et généralement les démocraties d'Occident. C'est-à-dire d'un côté, tu as un régime autoritaire, mais qui est quand même avec des élections, etc. Première dichotomie, ce régime, il est soutenu par, au minimum, les 2/3 de la population, par une souveraineté, un nationalisme, on se défend, etc. Ils sont patriotes et tout. Et de l'autre côté, tu as un système où tu as 16% des inscrits qui votent au premier tour pour un homme politique, peut-être jusqu'à 22% des votants. C'est-à-dire que sur 100 personnes, tu en as 80 qui n'ont pas voté pour toi. Et donc, le fait minoritaire devient majoritaire parce que tu as tous les leviers. C'est ça. Et ça crée tu as les leviers médiatiques, politiques, socio-économiques, syndicaux, etc. Et même les organismes de contrôle, les fameuses autorités administratives indépendantes, de telle sorte que ça crée une telle distorsion que le mec, en fait, il regarde une histoire qu'on lui raconte, il ne comprend pas. Là, en fait, c'est ça que comprend pas Macron. C'est que une vraie dictature, tu vois, ça a de la classe parce qu'il y a les 3/4 des mecs qui sont derrière toi avec le bras comme ça. C'est ça. Mais quand, en fait, tu veux jouer les Hitler, mais quand tu vas quelque part, t'es obligé d'avoir 5/4 de CRS et de te planquer pour pas croiser des gens, t'es un dictateur naze. Un dictateur bien, c'est un mec qui peut remplir la place rouge. Tu peux pas remplir un PMU. Vois, en fait, c'est pour ça que ta dictature, elle est nulle. Au moins, soit un vrai leader fasciste. La distorsion, elle est aussi dans ce sens-là. Oui, t'as raison, parce que si tu veux un moment... C'est la dictature naze. Quand t'as un mec qui parle tout seul. Oui. Que je veux dire, la parole performative. Quand il dit à la deuxième puissance nucléaire, et peut-être la première, parce qu'on sait pas trop aujourd'hui où ils en sont, qui bombe le torse. T'as pas d'armée, t'as pas d'argent suffisamment, t'as peur de Poutine. L'OTAN, on ne sait plus trop ce que c'est. On sait que c'est américain et que si Trump est élu, on ne sait pas trop si ça va durer. Les 3/4 de tes alliés européens te prennent ouvertement pour un plouc. Pour un plouc, et tu dis... Et puis le soir même, que dis-je ? Sur LCI, en arrivant ici, je regardais, t'as les experts en tout et en rien, mais qui te dit, et sans rigoler, j'ai entendu Jean Quatremer qui disait que depuis que Macron avait parlé devant les 15 chefs d'État, etc., Poutine a eu peur. Et donc, il a fait des mouvements. Il a dit ça, Quatremer. Oui, ce soir même. Je ne sais pas quand ça sera diffusé, puisque c'est du live en différé, mais... Non. Tu te rends compte? C'est ça, 80. Mais tous, ils vont dire ça. Ouais, mais on a envoyé des Mirage 2000. Hein. Mais tous, ils vont dire ça. Nouveau tournant dans le conflit, on va envoyer 10 avions vieux de 45 ans. Quoi. Non, c'est qu'à l'époque, le Mirage 2000, c'est 90. Quoi. Un autre monsieur Muscle, monsieur Séjourné, qui vient t'expliquer que non, peut-être, il faudrait envisager de commencer à penser, pour réfléchir, de savoir si les gens qui bricolent autour des bombes, sur les théâtres d'opération, est-ce que... Non, il dit, moi, je pense qu'on n'est pas considéré comme belligérant. Mais le mec, il dit ça aux Russes. Mais tu vas atterrir sur le sol russe pour essayer de bricoler une machine, mais t'es vitrifié, caramélisé, éliminé, tué, enterré, disséqué. Enfin, c'est fini, tu n'existes plus. Façon puzzle, quoi, comme disait l'autre. Ouais. Et donc, c'est comme le mec qui descend d'une bagnole et qui dit, oh, je vais te casser la gueule. Le mec qui veut vraiment te casser la gueule, il descend de la bagnole, il t'en met une et il remonte dans sa bagnole. Macron, c'est le mec qui en soirée est bourré et te dit « Retiens-moi, chérie !» Non, retiens-moi, vraiment. Je vais le défoncer. Tu sais, c'est ce mec qui dit « Retenez-moi, je vais y aller. » C'était un sketch de Coluche, d'ailleurs. Madeleine, retiens-moi, là. Retiens-moi, là, j'ai fait un malheur, hein. T'as de la chance que ma femme me retient, me lâche pas, toi, hein. Oh, qu'est-ce qu'il m'a mis, là? On en rigole parce que ça fait du bien, c'est un peu une catharsis.
Mais c'est très préoccupant. Parce qu'à l'échelle de la planète, je veux dire, quand tu dis tout le temps que toi, tu es la puissance, etc., et que c'est comme le roquet, quoi, tu vois, qui va te mordiller les mollets, et ben, on en est là, quoi. Et on est passé quand même assez vite de Gaulle à ça, quoi. En général, j'aime bien demander aux invités s'ils ont un conseil pour les jeunes qui écoutent et qui voudraient se lancer dans la carrière qu'eux-mêmes ils ont fait. Mais alors, je sais pas si en 2024, je peux te demander si tu as des conseils pour des jeunes qui voudraient se lancer dans le milieu de la direction de médias ou du rachat de médias ou de la radio ou de l'animation radio. Je pense que à toute époque et pour tout métier, il y a des difficultés. Et que les difficultés, c'est quand tu veux rien faire. Si tu ne regardes que ce qui te fait peur, tu feras jamais rien. Et donc moi, j'ai pas vraiment de conseils, mais c'est d'écouter sa petite musique tout le temps et ne pas avoir forcément l'esprit de contradiction, mais si tu penses avoir raison et faire les choses d'une certaine manière, il faut y aller. Parce que, quel que soit le métier, il n'y a pas, si tu veux, ça n'existe plus les filières qui marchent pas, etc. Ce qui compte aujourd'hui, je pense que la réussite est comportementale. Elle est comportementale vis-à-vis de la société, mais d'abord vis-à-vis de toi-même. C'est qu'est-ce que tu vas pouvoir... regarde, ici, c'est l'exemple parfait, quoi. Je veux dire, on voit que on arrive, tu vis ton truc. T'es dans... Ah ouais, je vis là où je bosse. Non, mais tu le fais, pourquoi ça marche? Ou l'inverse. Hein. Mais pourquoi ça marche? Parce que tu n'as pas regardé un tuto sur YouTube, comment faire une chaîne YouTube qui marche. Si, j'en ai regardé 200 fois quand j'ai commencé, puis je me suis aperçu que ça servait à rien. Voilà. Si. Et pareil, moi, tu vois, quand on a repris Sud Radio, tout le monde, j'ai dit, je vais faire des formats longs. Je vais laisser la parole aux gens, etc. Mais surtout pas. La radio, c'est des formats courts. Je faisais des émissions quand on faisait jeudi soir, etc. On faisait 1,4 million, 1,8 million vues. Je crois qu'on a encore le record, c'est moi qui ai le record avec Étienne, d'une émission. Voilà, quand tu regardes, puisque c'est Morio qui m'a dit ça, il m'a dit regarde, t'es encore en tête des trucs. Encore là? Ils n'ont pas viré les vieilles vidéos sur la chaîne? Non, il y a toujours ils ont viré les siennes, je pense qu'il y a eu un problème. Oui. Mais, voilà. Mais pourquoi, en fait? Parce que les gens qui t'écoutent s'y retrouvent. C'est pas prenez-moi la comédie humaine. Format long. Sur Internet, j'ai toujours dit sur YouTube, cette mode du format court, là, ça va pas durer, c'est de la merde. Non, puis tu vois, quand tu t'es mis, quand t'as fait les 3 effets, tac, 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 tu t'es filmé comme ça, bon, bah, ça va. De toute façon, depuis qu'on a fait 1 million avec Aslido sur 5h58, je me dis... Tout est permis. Tout est permis. Je veux dire, voilà, tu vois ce que je veux dire. À quel point t'estimes aujourd'hui, toi, que les médias pèsent sur le politique et sur l'électoral? Aujourd'hui, je pense que c'est le même monde. Si tu veux, je pense que le monde médiatique est une sous-classe politique et que les journalistes rêvent d'être des hommes politiques souvent et qu'il y a un tel mélange des genres. Si tu veux, en plus, tu le vois aussi dans les couples aujourd'hui. Blanquer, Cabana, non. Salamé, Glucksmann. Enfin, je veux dire, elle s'est pas retirée d'antenne. C'était inconcevable il y a encore quelques années, ça, tu vois. Quand Borloo a fait campagne... on n'a jamais demandé à Anne Sinclair de se tirer parce que des SK... pas la même déontologie journalistique de la part d'Anne Sinclair, je pense non plus. Non, ni de couple, je pense, mais bon. Je sais pas ce que fait Blanquer en soirée privée, mais je serais pas surpris de le voir faire des trucs dégueulasses. Tu as sa nana, la Cabana. Ouais, Anna Cabana, qui fait un panégyrique de Macron. La vidéo où elle dit qu'il est génétiquement supérieur. Il est génétiquement supérieur. Il y a quelqu'un, vous savez, moi j'aime bien quand on exprime son admiration, quand on l'exprime de façon extrêmement forte, et après tout on dit oui mais c'est excessif, non, c'est presque de l'obséquiosité, c'est de l'apologie, c'est de l'éloge exagéré. Non. Écoutez, alors ça date de février 2020, donc il y a plus de 4 ans, juste avant le confinement. La journaliste Anna Cabana était sur BFM TV et parlait du président de la République, Emmanuel Macron, en ces termes, écoutez. Il y a une chose, c'est qu'il faut savoir
que le président de la République, il impressionne tout le monde autour de lui. Non, mais quand je vous dis ça, c'est pas un petit sujet politique. C'est-à-dire qu'il impressionne. Les députés sont les petits-enfants. Et ses conseillers, et les ministres, au fond, ils sont tous bluffés. Mais au lieu d'être facteur, si vous voulez, d'une belle et saine émulation, eh bien, ce caractère impressionnant du président de la République paralyse le système. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tous, au fond, une forme de sidération parce que il est exceptionnel, Emmanuel Macron. Il fait des erreurs comme tout le monde. Il fait des erreurs monumentales, bien sûr, mais c'est pas le sujet. C'est qu'en fait, il y a dans son tempérament, dans son intelligence, dans la chimie assez exceptionnelle de son. Et ça interdirait un député de dire attendez, là, on est en train de faire une bêtise. Mais bien sûr que oui, ça crée quelque chose qui paralyse un peu le fonctionnement autour de lui. Et sa dernière là, qu'elle a dit. Le macronisme, c'est un désir d'aller vers l'autre, tu l'as pas vu? C'est un désir de prendre les gens par devant, par derrière. Sur le côté. Calme-toi. Arrête. Le macronisme, c'est Macron. C'est-à-dire que le macronisme, en vérité, c'est pas. C'est pas un objet. C'est pas un véritable objet d'étude politique. C'est un objet d'étude tempéramental. Le macronisme, c'est une hardiesse, un goût de la transgression, une envie de prendre tout le monde sur le côté, mais oui, par devant, par derrière. Mais c'est ça qui fait Emmanuel Macron. C'est ça que je te dis. À mon avis, leur soirée privée doit être bizarre. Elle a trop de focus chelou, elle. Non, mais tu vois, ça, c'est vraiment flippant, préoccupant. Ouais. Et je pense que c'est surtout normalisé. Oui, c'est le même monde, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des chroniques, on va utiliser l'argument du sexisme, par exemple, tu sais, ah oui, d'accord, vous dites à une femme où elle doit travailler, ce qu'elle doit faire et pas faire, hein, sous prétexte qu'elle a le droit d'aimer qui elle veut. Non, attends, stop. Quand t'es milliardaire. J'ai du mal à me projeter. C'est simple, tu vas voir. T'achètes une maison, puis 2, puis 3, puis 5, puis 10. Après, t'achètes, qu'est-ce qu'il te faut? Même me projeter, vraiment. Il te faut un yacht, parce que tout le monde a un yacht. Pas déconner. Après, comme... Et un avion. Après, tu as une sensibilité au vin, parce que, tu vois, le vin, c'est quand même la tradition française, donc t'achètes des vignes, puis t'achètes des olives. Et puis après, t'achètes une équipe de foot, ou une équipe de rugby, ou tu sponsorises la... Et une fois que t'as fait tout ça, et que t'en as marre de vivre... tes maisons, de toute façon, t'en as tellement que t'y vas plus. Le yacht, t'y vas 15 jours par an, pas forcément avec les gens avec qui t'as envie d'être dessus, quoi, tout ça, tu t'emmerdes, quoi. Et donc, après, qu'est-ce que tu fais? Évidemment, tu fais des médias. Je peux dire des partouzes. Ça partouze de l'esprit, la média, je ne l'oublie jamais. Oui, c'est vrai. Encore un siècle et tous les mots purons, disait Nietzsche. Très belle phrase. Donc, encore un siècle de journalisme. De journalisme et tous les mots purons. Et tous les mots purons. Voilà. Il y a plusieurs traductions, parce qu'en fait, cette traduction-là est un résumé d'une page un peu plus complexe. Bon. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des médias. Parce que le vrai pouvoir, c'est du fantasme. Quand tu as l'argent, quand tu as la puissance, etc., t'es Engels. Mais ce qui t'intéresse, toi, parce qu'on parlait d'Engels et de Marx, c'est d'être Marx. Parlons de Marx et d'Engels. Si tu n'es pas... Tu peux pas devenir Marx si tu n'as pas Engels derrière. C'est-à-dire qu'à un moment, personne ne va te financer, personne va... etc. Donc c'est un peu une rencontre qui fait que... Voilà. Et puis après, il y a le stade supérieur. Je veux dire, après, dans le happy few, dans le dernier carré, quoi, des mecs, c'est soit les mecs s'envoient en l'air, ils font des fusées, soit ils font des vaccins pour sauver l'humanité. Et tout ça, en fait... Ils font des implants robots, là. Voilà. En fait, qu'est-ce que nous dit tout ça? Le transhumanisme aussi, effectivement, c'est un désir d'immortalité. Ouais. C'est un désir d'éternité. Parce que ce sont des gens qui se sentent tellement géniaux, qui sont dans un délire de toute puissance. On ne peut pas leur succéder. Moi, j'ai entendu des gens, et quelqu'un particulièrement, me dire « J'étouffe sur cette planète, elle est trop petite pour moi. » Parce que tu veux, quand tu as un mec d'1m60 qui te dit ça, et que tu es à les chutes du Niagara, que tu as visité 2 ans plus tôt, et le mec te dit « Je suis un homme de pouvoir, j'étouffe. » Il est comme ça un peu. La planète est trop petite pour moi. Mais là, je veux dire, mais tu vois, et ça, finalement, je l'ai retrouvé comme une constante chez beaucoup d'hommes de pouvoir, chez beaucoup d'hommes d'argent, parce qu'il y a cette volonté de
dépasser notre condition et d'acquérir enfin, de toucher du doigt l'inaccessible étoile, l'immortalité. On va essayer de mettre fin à l'entretien parce que là, il est tard et les équipes sont fatiguées. On aurait pu durer toute la nuit, mais c'est aussi peut-être l'occasion de se voir avant de faire d'autres trucs. Je t'avais parlé d'un format que j'essaie de monter et ça me ferait plaisir que tu passes faire des coucous dans le studio avec d'autres invités aussi. Et juste avant, parce que je peux pas partir sans t'avoir posé la question, parce que tu as quand même réussi à citer, je pense que tu es la personne qui a le plus cité Karl Marx de toutes les interviews qu'on a fait, et pourtant on parlait pas de politique. Tu es plutôt marxiste, toi? J'ai relu il y a pas longtemps Marx. Mais dis pas que t'étais pas rouge quand t'étais gamin, toi, à mon avis. Ah oui, moi j'étais plutôt rouge, ouais. Ouais, plutôt, ouais. Plutôt rouge anard, quoi. Ouais. Ah ok, donc pas vraiment Marx. Ouais. Plutôt, j'étais assez anard, quoi, plutôt. Ouais. Mais j'ai relu d'un point de vue philosophique et surtout ce qui m'intéressait, du rapport au travail. Moi, j'ai tout bien fait. Dans une société où j'étais le roi des cons, quoi, si tu veux, comme beaucoup de gens. Je croyais au mérite. Tu crois plus aux qualités humaines qui allaient te faire remarquer par ta hiérarchie parce que t'es le premier arrivé, t'es le dernier parti, c'est toi qui ramasses le papier, c'est toi qui met des rouages Sarah Salman dans l'entreprise, voilà, etc. En fait, c'est de la daube, tout ça. Et moi, je me suis rendu compte que dans ce système capitaliste, qui est d'une violence inouïe, tu n'es qu'un pion et tu es... Mais ça, je veux dire, c'est banal de le dire, mais quand tu le vis, que tu le comprends, que tu l'expérimentes, et que tu vois comment les gens qui ont voué leur vie à une entreprise sont traités, balancés, etc., tu te dis, la vraie vie est ailleurs. Et le motif d'espoir dans la jeunesse, c'est que je pense qu'ils sont plus conscients de ça, les jeunes, aujourd'hui. Si tu veux, ils ne veulent pas tout donner pour leur boulot. Le temps libre, c'est important. Alors, évidemment, notre chère Sarah va critiquer en disant ils sont tous feignants, ils ne veulent pas travailler, mais vous avez vu comment ils sont habillés, etc. Non, pas du tout. Ils ont conscience. Et ça, voilà, le conseil que je donnerais, peut-être, il me vient là. Le vrai seul conseil, c'est dans votre boulot, si vous êtes en entreprise, vous n'avez pas d'amis. Séparez votre intimité, votre vie privée, ne mettez jamais aucun sentiment dans le monde du travail. Et c'est en ça que Marx m'a intéressé, pour reboucler, parce qu'il a bien décortiqué quelle était la mécanique du monde ouvrier et pourquoi le monde ouvrier était exploité d'une certaine manière. Et pourquoi il ne fallait pas faire de sentiments? Qu'est-ce qu'au bout, le capitaliste qui va te faire travailler va en tirer? En fait, il n'en a rien à cirer. C'est comme quand tu dis, tu sais, nos parents disaient « Ah, mais ça fait 40 ans que je suis dans votre agence bancaire. » Mais tu dis ça aujourd'hui, le mec, il te rionnait, quoi. Mais quelle agence, madame? On n'a plus de bureau. Ah, vous êtes... Ah non, mais on a été racheté par telle banque. C'est un monde qui n'existe plus, quoi, tu vois. Bon. Et donc, peut-être que les jeunes, ils ont cette conscience-là. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé dans Marx, cette froideur, ces coups de scalpel sur ce qu'était le travail. Travailler, pour Marx, c'est perdre du temps contre de l'argent, je dirais. Et ce qu'il faut, c'est ne pas avoir l'impression de travailler. C'est-à-dire s'occuper et faire une activité autour de ce qu'on aime, de ce qu'on est et de ce vers quoi on a envie d'aller. C'est ça le secret du travail, en fait. Et c'est pour ça que les gens qui n'ont jamais travaillé te parlent de la valeur travail. Moi, j'adore quand un politique vient me voir, moi qui me suis fait le cul, hein, je vais le dire comme je le pense, pendant des années je faisais des boulots étudiants, c'est-à-dire je découpais le poisson, je faisais le manœuvre, le maçon, le jardinier, le peintre, le déménageur. J'ai fait toutes ces saloperies-là pour pouvoir survivre, si tu veux, quoi, tu vois. Et quand tu as un mec qui te dit, dans nos territoires, la valeur travail, mais tu as envie de le... C'est pas possible. Ça ne passe plus auprès des gens, quoi, ça, tu vois. On est sorti de cette merde. Ouais, et ça, j'en parlais avec un pote, grand journaliste. On en parlait hier au téléphone. Expliquer ce que
font ce qu'a fait Macron, par exemple. Si tu regardes sa déclaration d'intérêt, il était banquier chez Rothschild, c'est-à-dire rien, tu travailles pas, en fait, c'est que du carnet d'adresse, etc. Et contrôleur des comptes publics. Alors les mecs, ils pensent que contrôleur des comptes publics, c'est tu t'assois, tu arrives le matin... Attends, un contrôleur des comptes publics. Il y a beaucoup de mots qui sont contrôleurs et un truc. Les comptes, j'ai eu des emmerdes avec public. C'est tu penses que le mec sérieux, tu vois. C'est sérieux. Mr. Tuttle, Tuttle derrière sa machine, oh là là, j'ai trouvé qu'il y avait une dépense. Non, pas du tout. En fait, c'est juste aller bouffer avec les dirigeants, le directeur, le PDG d'une boîte où l'État a des billes. Ouais. Et à tel point qu'il le faisait tellement que son ministre de tutelle, sa main, lui disait non, mais il bouffe 2 fois par soir, il est en train de bouffer tout le budget du ministère. C'est ça, contrôleur des comptes publics. Tu vois, ce n'est pas un métier. Merde. Ça n'existe pas. Ce sont des gens qui n'ont jamais travaillé. Quand tu vois que Bruno Le Maire, qui ne sait pas calculer un hectare. Un hectare. Non, mais attends, au CE1, tu sais que 100 mètres sur 100 mètres, ça fait 10 000 mètres carrés, ça fait 1 hectare. 1 hectare, c'est quoi? C'est un hectare. Oui, c'est combien? En mètres? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Facile, c'est 10 000 ça aide pas beaucoup. C'est 10 000 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. Et ça fait 10 000 mètres, 100 mètres sur 100 mètres. Très bien. Et que le mec, il a écrit déjà 3 livres. Il est ministre de l'économie, ministre d'État numéro 2 du gouvernement. Il doit être censément toujours au boulot. Et le mec, il écrit le livre de sa vie. 450 pages de renflement et d'oscardisation, quoi, tu vois. C'est pas possible. Ou Marlène Schiappa, qui fait ses livres... non, mais elle est hors concours. Ses livres érotiques, etc., ou sous pseudo. Mais comment font ces gens? Moi, j'écris des bouquins, je veux dire, et j'ai l'écriture facile, tu vois, ça vient vite. C'est du boulot, quoi, je veux dire. Non, mais ils ont rien dit. C'est du boulot. Tu peux pas faire ça... On va pas se lancer dans ça. Mais par contre, la prochaine fois, j'aimerais qu'on se lance sur le travail. Parce que je sais qu'il y en a 2-3 qui vont pas aimer, qui vont sur l'escroquerie, du mérite, du travail. Il y aurait plein de débats à avoir là-dessus. C'était cool de passer nous voir. Ouais, écoute. T'as une promo, t'as quelque chose? Rien, jamais. Jamais? Non. Bah écoute, on se revoit vite alors. Je suis impur, moi, tu sais. Ouais, non. Non, c'était cool. C'est pour ça, c'est pour ce genre d'entretien que j'aime cette émission. Merci à toi d'avoir été là. Merci. Merci à la régie. Merci aux spectateurs. Et comme on dit ici, merci Cognac Jet. À vous les studios.